Donc, bienvenue au podcast Go Wild. Vincent, Marie-Gilles, super contente de vous avoir. Merci de nous recevoir. Oui, donc un couple qui vit au Yukon depuis maintenant 5 ans, mais vous êtes ensemble depuis 10 ans, puis je trouve votre histoire vraiment belle, parce qu'en fait, vous vous êtes rencontrés complètement à l'opposé, donc complètement à l'est, sur une belle île exotique qu'on appelle les îles de la Madeleine. Donc, Vincent, t'es policier, tu travailles pour la GRC, et Marie-Gilles, t'es conseillère en ressources humaines au fédéral. Bienvenue encore une fois. Merci. Et en fait, depuis quelques semaines, il m'est comme pogné une bulle, vraiment une fascination. J'avais envie d'en savoir davantage sur ce que c'est la vie dans le Nord. Donc, j'ai fait des entrevues avec des gens qui vivent dans le Nord du Québec, puis j'avais envie d'avoir le pouls sur la réalité de vivre dans le Nord du Canada. Puis, parle, jase, en lançant des perches, vous êtes arrivés, puis honnêtement, j'aurais pas pu demander mieux. Vous avez une super belle énergie, puis je suis vraiment contente de vous présenter à la communauté aujourd'hui. Donc, écoutez, j'avais envie de commencer en vous posant la question. On parle d'une première expérience pour vous de vivre en dehors du Québec. Puis, j'aimerais ça savoir pourquoi le Yukon? Comment, en fait, cette destination-là s'est présentée à vous? En fait, c'est vraiment pas compliqué. Dû au travail, moi, avec la GRC, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on n'a pas vraiment, on choisit pas vraiment l'endroit où on va être posté dans les premières années, en fait, de notre carrière. Mm-hmm. On doit faire un top 3, en fait, des provinces, territoires où on aimerait aller travailler. Par la suite, c'est un peu la GRC qui décide, qui vont prendre la décision, en fait, où on va aller. Suite à une entrevue, puis aussi une évaluation de la personnalité de l'individu, pour que ce soit un bon fit aussi avec le type de province, la province ou le territoire où la personne va aller. OK. Puis le Yukon, pour nous, c'est comme arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, si je peux dire. Oui, c'est ça. Parce que dans les choix, en fait, que la GRC me proposait au début, le Yukon ne faisait pas partie. Puis c'est comme sur un deuxième tour, en fait, que le Yukon est apparu dans les choix, en fait, que la GRC nous proposait. Puis pour moi, je pense que inconsciemment, de pouvoir travailler dans le nord du Canada, ça a tout le temps fait partie un peu d'un rêve, si on peut dire. Puis quand j'ai vu que le Yukon était là, était dans mes choix, en fait, ben là, c'est comme... je sais pas si c'était dû au training, mais c'est comme j'ai fondu en larmes. Pour vrai? J'adore. devant mes collègues. Puis c'était comme, je comprenais pas vraiment la réaction que j'avais. Puis c'était vraiment spécial. J'étais content. C'était sûr à 100%. J'étais vraiment content, par contre, de pouvoir voir le Yukon dans les choix. Puis après ça, quand j'ai appelé Marie-Gilles pour lui annoncer que fallait prendre une décision puis que moi, j'allais pousser pour qu'on s'en aille au Yukon. C'est sûr que même pour Marie-Gilles aussi, elle voyait que là, on partait à l'extrémité du pays. J'ai voulu que je révise ma géographie de secondaire 4. J'étais là. Où ça? OK, les territoires, je connais, d'accord. OK, le plus à l'ouest. Mais non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui est le fun parce qu'il y a plein d'histoires de gens qui entendent parler, ils connaissent des gens qui sont au Yukon. C'est ce qui les apporte là. Des super de belles histoires aussi à raconter. Mais nous, vraiment, regarde, on doit l'assumer. On ne l'a pas fait comme par choix. Il y a eu un choix, en quelque sorte, qui s'est fait, mais ça nous a été comme un cadeau donné. Puis c'est comme vous le prenez, OK. Puis on l'a depuis 5 ans qu'on chérit ce cadeau-là. Puis mon Dieu, les accomplissements on est tellement reconnaissants de cette opportunité-là. Fait que c'est ça. Ça a été vraiment l'appel du Yukon. L'appel du Nord. Oui, je pense pas que je nous serais vus ailleurs qu'au Yukon pour débuter nos carrières respectives. C'est sûr que Marie-Gilles, elle avait déjà commencé sa carrière en ressources humaines au Québec, mais de pouvoir le faire dans une deuxième langue à l'extérieur du pays, puis spécialement au Yukon, c'est une très belle opportunité. Vraiment, vraiment. Puis, en tout cas, j'ai hâte qu'on aille un peu plus en détail sur les beautés, la réalité de yukonnaise, mais, tu sais, on s'entend qu'il y a eu des moments où vous avez été en couple, mais à distance. Je pense entre autres à tes études, Vincent, quand tu es allé justement faire tes études pour la GRC. Je pense, peux-tu me rappeler c'est où exactement? Oui, ça se passe à Regina, en fait. L'école s'appelle Dépôt, puis c'est en Saskatchewan. OK, c'est ça. Donc, il y a eu ce moment-là, puis je pense aussi le moment de transition où tu as accepté le poste au Yukon, que tu es comme allé en éclaireur. En fait, parle-moi de cette transition-là. Comment s'est faite
Je te vois avec ta lampe de poche, là. Mais moi, c'est ça, c'était un peu comme ma titre d'éclaireur, si on peut dire, parce que pour n'importe quel membre de la GRC, en fait, une fois que tu es transféré à ton posting, excuse-moi pour mes anglicismes. Mais non. Je tiens à m'excuser pour tes auditeurs, d'un coup, qu'il y en a qui... ça les dérange un peu. Tant que tu n'utilises pas des mots inuktitous, là, on te comprend, là. Mais c'est ça, une fois que tu es posté dans ta nouvelle ville, oui. Tu pars tu pars assez rapidement, dans le fond. Tu as tes affaires, puis tu as l'équipe de déménagement qui arrive une journée. Là, ils emballent tout ce qu'il y a dans la maison. Puis le lendemain, le camion de déménagement arrive. Puis toi, tu prends l'avion la journée même. OK. Fait que tu espères que tout va arriver en bon état, mais en même temps, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu arrives à ton nouveau détachement, en fait, dans ta nouvelle province ou territoire. Puis tu commences comme dans les journées qui suivent. Fait que tout est nouveau de A à Z. Très rapidement. Ouais, tout se passe très rapidement. Puis Marie-Gilles, elle travaillait toujours au Québec à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas trouvé à ce moment-là d'emploi au Yukon. Puis, est-ce que ça a été... Le faire de cette manière-là, excuse-moi, c'est vraiment, comme tu dis, lui, il est allé en éclaireur, mais il y a aussi le fait que nous, c'était vraiment important, que les deux, on continue à s'accomplir, personnellement, puis ensemble. Fait qu'on, un peu naïvement, comme on n'a pas le père, c'est pas typique de la GRC, OK, le père a fait ça, donc on connaît un peu comment ça fonctionne. Mon père était policier à l'échelle plus provinciale. Je connais un peu la game, mais à l'échelle canadienne, là, il y a comme un éventail d'opportunités qui s'ouvre. Fait qu'un peu naïvement, c'était comme, OK, bon, tout s'en va au Yukon, mais là, on est établi au Québec. En soi, on sait qu'on veut vivre ensemble, mais comment on va faire fonctionner ça? Mm-hmm. Mais bon, je pense que justement, le Yukon nous a dit non, il n'y a pas juste des opportunités pour lui, il y a des opportunités pour vous deux. Puis, et personnellement et mutuellement, fait que c'est ça qui a rendu tout ça plus concret. Puis j'ai envie d'aller là-dedans, en fait, Marie-Gilles. Pour toi, ça a été quoi un petit peu tes étapes pour te trouver quelque chose de bien? Est-ce que, justement, Vincent, une fois que tu étais sur place, après ça, tu as un peu du networking pour essayer de voir comment Marie-Gilles pourrait avoir un emploi dans son domaine? Ou Marie-Gilles, toi, juste pour peut-être des gens qui voudraient faire le même saut? Oui. Bien, je pense que, professionnellement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que les sacrifices sont là de s'expatrier, mais on peut reconnaître le fait que dans les territoires, peut-être que c'est l'accès aussi à l'éducation qui est moins là. Fait que c'est soit les gens du Yukon qui doivent quitter pour aller s'éduquer, ou sinon, je pense qu'il y a juste une grande ouverture à aller chercher des professionnels de l'extérieur. Fait que, c'est un concours de circonstances. Je pense que les deux, on avait discuté que oui, peut-être qu'un jour, je m'en viendrai ici. Éventuellement, le processus a été là de dire, s'il faut que j'aille sur place pour me trouver un emploi, c'est ce qu'on va faire. Mais j'avais un peu le beau jeu d'un emploi, l'emploi typique, parfait, sort des études, trouve l'emploi à temps plein avec une belle équipe de travail. Mais donc, j'ai eu un peu cette transition-là où est-ce que j'ai pu trouver la bonne opportunité pour moi. Ça l'a sonné tellement plus vite que je le pensais. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, les opportunités sont là. Après ça, ça prend juste la petite tape dans le dos de dire tu vas vivre une opportunité incroyable. Ouais. Puis, c'est ça. On est vraiment juste chanceux parce que ça s'est fait un petit peu vraiment tout... ça s'est fait organiquement. Et rapidement aussi, parce qu'il faut le dire. Dans le fond, quand moi, je suis parti pour m'emmener au Yukon, Marie-Gilles, était encore au Québec. On ne savait pas à ce moment-là le temps que ça prendrait pour Marie-Gilles de trouver un emploi au Yukon. Puis on était prêt à dire, on va le vivre à distance. On va voir. Puis on l'a déjà fait de vivre à distance pendant 9 mois. Puis après ça, on va le faire de cette façon-là. Puis elle viendra ce qu'elle viendra. Ouais. Puis, ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps avant d'avoir ta douce à tes côtés? Je pense que ça a pris 2 mois. Oui. Ça a été très rapide, 2 mois. Est-ce que c'est une norme? Est-ce que normalement, c'est beaucoup plus long ou vous êtes comme des chanceux? Ou... je pense qu'en général, je dirais, puis c'est pas négativement parce que c'est des emplois qui sont prenants. Puis le fait que c'est à travers le Canada, quand on parle dépendant de ton milieu d'emploi, toujours recommencer à zéro, c'est un peu ce que
le conjoint ou la conjointe du policier vit. Donc, oui, je dirais que, je veux dire, c'est souvent typique que la femme ou l'homme, le conjoint, quitte l'emploi pour suivre. Donc, en général, je dirais que les gens déménagent ensemble. Donc, nous, c'est un peu atypique de dire non, regarde-moi, présentement, moi, il faut que je garde, pour être bien avec toi, il faut que je garde un petit peu ma stabilité à moi. Puis pour moi, cette stabilité-là, c'était ma famille, mon emploi. Mais après ça, une photo, un FaceTime plus tard, quand tu regardes le terrain de jeu qui l'entoure, t'es comme ça sera pas bien long, je vais prendre le prochain avion. Oh oui, tellement, tellement. Puis Dieu sait que l'immensité vous entoure, puis que tu l'as dit, tu as choisi le bon mot, un terrain de jeu. Là, autant d'hiver comme été, il y a vraiment deux mondes, hein, selon les saisons. Puis, en fait, ça m'amène vers ça. J'ai envie que vous me parliez un petit peu de ce qui vous a fait, à votre arrivée ou dans les premiers mois, tomber en amour avec le Yukon. Ben, pour ma part, c'était vraiment... Moi, je trouvais juste que le territoire, c'était tellement grandiose, puis il y avait tellement à apporter, juste à l'être humain de façon générale, par sa richesse, par sa culture. Puis, tu sais, je trouvais à la limite, je pouvais trouver que c'était un peu étourdissant, juste parce que c'était tellement grandiose. Tu sais, des montagnes, j'ai vécu dans l'Ouest, dans les Rocheuses, puis, tu sais, j'en ai vu des montagnes, puis, tu sais, je suis allé faire des hikes, puis je me suis amusé dans les montagnes en masse, mais là, ici, c'est complètement différent. Puis on dirait que c'est ça, tu perds le nord, même si t'es au nord, là, mais... on n'utilise pas l'expression avec le nord là, pour le biais du podcast aujourd'hui. Mais non, c'est vraiment, moi, c'est ça, pour ma part, c'était vraiment, je trouvais juste que c'était tellement beau. C'est encore aujourd'hui, après 4 ans et demi, quasiment 5 ans, à chaque fois que je sors à l'extérieur, je peux pas m'arrêter. Puis, tu sais, je m'arrête, puis je regarde autour, puis je fais, hey, c'est incroyable. Je peux pas croire qu'on est ici aujourd'hui, puis qu'on peut vivre ça. C'est, le coup de cœur est tout le temps là, tu sais. Puis c'est drôle parce que d'une certaine manière, on a tout le temps continué à dire que la maison, tu sais, pour nous, la maison, c'est à Québec. Puis même des fois, avec mes amis, c'est comme, je parle de la maison, puis je veux dire mon adresse, là, chez moi, au Yukon, puis ils sont là, tu parles du Québec, puis parce qu'on devient un peu confus parce que, tu sais, il y a une question de culture. Oui, on aime la culture qui est ici, mais en même temps, je pense que la maison, la famille, tu sais, on a toujours les racines. Les racines, oui. Mais c'est ça, il y a comme un coup de cœur de sentir que c'est ça. Je pense qu'on est juste comme choyés d'être ici puis d'avoir ces grands espaces-là. Puis c'est sûr que si tu es un fervent de la ville, puis que ça dépend vraiment, je pense, de tes hobbies puis de ce qui t'allume. Mais je pense que c'est ça. C'est sûr que c'est plus grand que nature, puis c'est juste impressionnant. Ça fait du bien aussi de vivre, je crois, les deux, puis de l'apprécier, puis de se rendre compte que, oui, on n'a pas tout à portée de la main, mais qu'est-ce que tu as besoin à portée de la main? Si moi, c'est les grands espaces, j'ai pas... Ici, tu vas voir que les maisons sont très collées, les gens n'ont pas des grandes cours parce que je veux pas passer ma tondeuse la fin de semaine. Je veux, tu sais, c'est ça. Fait que on partage ce grand terrain de jeu-là. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Je me suis amusée à aller voir un petit peu la ville, puis géographiquement, tout ça, les parcs à proximité, hein, comme pour me sentir un peu là, tu sais, avec vous. Ça n'a pas marché. Non, mais je trouve ça génial. Puis j'ai envie, en fait, maintenant d'aborder un petit peu plus le côté défi, parce que nouvelle expérience vient, bien sûr, avec sa part de défi, on ne va pas se le cacher. Puis, commencer peut-être en allant dans la direction de la langue. Vincent, je te pose la question parce que je sais qu'avec la GRC, tout ça, bon, tu as fait ton programme en français, mais il y avait comme un cours que tu pouvais faire que tu devais faire, je pense, qui était comme un cours d'anglais. Peux-tu juste élaborer là-dessus? Puis comment ça a été pour toi d'arriver là en tant que francophone, employé francophone? Oui, c'est ça. Ben, comme tu l'as dit, dans le fond, moi, j'ai fait partie d'une troupe qui était francophone à Dépôt. Puis la troupe francophone, dans le fond, était offerte seulement qu'une fois par année. Généralement, ça change à chaque année, mais il y a à peu près comme une trentaine de troupes par année qui vont à Dépôt. OK. Puis ça, c'est 6 mois. Par la suite, on doit faire un 3 mois
d'immersion, mais c'est vraiment plus d'apprentissage de la langue anglaise. Puis ça, ben, on n'a pas le choix de le faire de toute façon parce qu'il faut atteindre un standard de bilinguisme ou de langue seconde. Donc, il faut atteindre ces cotes-là pour pouvoir être déployé par la suite dans notre province ou territoire respectif. Donc, ça, c'était du côté francophone, d'un francophone, d'apprendre une seconde langue, c'est jamais évident, ou même peu importe, une deuxième langue. Juste une deuxième langue à la base, c'est jamais évident. Oui, passer de devoir apprendre la langue pour un travail spécifique. Mm-hmm. Puis le travail d'un policier, c'est pas juste, oui, bonjour, monsieur, madame. Des fois, il faut apprendre à s'obstiner avec quelqu'un. Puis des situations où on a dealé avec des domestiques, ben c'est pas évident non plus de le faire dans une deuxième langue. Tu te sens pas super à l'aise, puis c'est pas facile. En relation d'aide, tu dois créer cette relation-là. Ouais, c'est ça. Déjà, du côté personnel, ça peut être difficile. Ça vient pas naturel, puis t'as pas l'air naturel non plus quand tu parles devant quelqu'un dans une deuxième langue, puis ça paraît. Fait que, tu veux essayer de cacher ça, mais en même temps, c'est ça. C'est pas évident, mais pour un francophone débarquer au Yukon ou dans n'importe quelle province anglaise, ben c'est pas évident parce que même si tu as appris la langue puis tu te fais dire ben t'es bilingue, t'es assez bilingue pour pouvoir travailler dans ta deuxième langue. C'est pas facile. Puis au début, quand Margile n'était pas là, je comprenais pas ce que je faisais ici. Là. Même si j'admirais le territoire où j'étais, là, mais je comprenais pas ce que je faisais comme policier au Yukon, travailler dans une deuxième langue. Là, ça ne m'entrait pas dans la tête. Puis c'était pas facile. Je me disais là, faut que je me ressaisisse, mais en même temps, ça le fait pas. Puis je veux simplement quitter. Finalement, c'est juste. Ouais, c'était de l'insécurité, si on peut dire. C'est sûr que c'est pas. Tu sens de la pression aussi de tes collègues. Ouais. Tu travailles, on n'a pas beaucoup de francophones au détachement ici, mais tu sens de la pression des anglophones qui ils s'attendent quand même à un certain standard de ta part, même s'ils savent que ta langue première, c'est pas l'anglais, mais quand même. Ils s'attendent à ce que tu puisses travailler de la même façon qu'eux travaillent dans leur langue. Puis, fait que c'est une période d'adaptation qui n'est pas évidente au début, mais qui se fait très bien quand même. Il s'agit juste que tu bottes le cul, je peux dire. Disons-le, pas de tabou. Pas de tabou. On est wild. Parfait. Je pense que c'est ça, comme on dit, mais c'est de se prouver, puis il n'y a pas une mauvaise façon. Je pense que nous, les francophones, pour s'ouvrir sur le monde, on a dû apprendre l'anglais rapidement. Tandis que les anglophones, puis je veux dire, on rencontre des anglophones aussi qui désirent, qui sont donc bien admiratifs par rapport au fait qu'on parle une deuxième langue. Puis, la culture, elle prend tout son sens parce que moi, je disais... je me rappelle j'avais fait un échange au Manitoba, puis là, j'arrive chez nous, puis je suis comme, pourquoi on parle pas tous anglais? Ce serait tellement plus simple, il y aurait la paix dans le monde, parce qu'on comprendrait tous, pas de guerre. Mais c'est pas ça la réalité, ça revient à la culture, puis c'est le fait que maintenant que je parle une autre langue, c'est super, là, je peux rentrer en relation avec d'autres gens, mais la relation que j'ai bâtie en français avec puis cette culture-là, ben là, c'est là qu'elle prend un sens. Puis, je pense que, mais en même temps, de notre côté, comme tu dis, au niveau des standards, si je suis pour travailler dans un milieu qui n'est pas, comme on parlait, qui est bilingue, mais à ce moment-là, si je m'exprime avec des gens, j'ai pas à discriminer les gens qui parlent juste anglais, je veux rentrer en relation, donc peut-être que oui, je vais avoir plus d'efforts à faire, puis c'est normal que je fasse cet effort-là. Puis t'attends peut-être, vice-versa dans d'autres contextes, là, comme si les gens vont sur Sainte-Catherine à Montréal, on veut qu'ils parlent français. on n'abordera pas ce sujet-là. Mais non, c'est juste que je pense que c'est normal. Tu te prouves d'une autre façon, puis après ça, ben, je veux dire, c'est ça, il y a façon de rentrer en relation, puis c'est tellement gratifiant de rentrer en relation, puis de connecter avec des gens qui, justement, au départ, tu penses que ça aurait été impossible, puis que finalement, tu pleures, puis tu te fais des câlins. Puis il n'y a pas juste les câlins, ça me fait rire, parce qu'au Canada anglais, les câlins, les bisous, c'est pas quelque chose qui se fait. Ouais. Puis quand j'ai rencontré des gens avec qui je connectais, même si on parlait pas la même langue, j'aurais eu le goût, quand j'arrivais souper, de les enlacer, puis ils me regardaient comme « on fait pas ça, tout! » Puis là, je suis comme
OK, d'abord, mais moi, je l'aurais fait. C'est juste ça. Il y a tellement des mini-différences d'approche. Ouais, le côté chaleureux québécois où que la bise, elle vient vite, puis le câlin. Ouais. Je pense avec un pas de recul aujourd'hui, si je me tente, je me regardais vivre mon expérience de francophone, je me dirais, elle n'a pas peur de parler anglais. Elle n'a pas peur de faire des erreurs. Au pire, ils vont te reprendre, puis ils ne feront pas méchamment, puis ce ne sera pas de mauvaise foi de vouloir te reprendre. C'est juste de vraiment s'ouvrir à cette langue-là aussi, puis à cette culture-là, puis de le faire, puis de juste d'embarquer dans le bateau. Une fois que tu as les pieds dedans, ben, regarde, ça se fait bien. Puis j'ai envie... C'est des barrières. On se met nos propres barrières de ne pas questionner, de dire d'où tu viens, d'en apprendre sur ces gens-là au lieu de dire si je parle puis je le dis pas comme il faut, là, il va y avoir un malaise. Je pense qu'on se met beaucoup de barrières. Puis on on enlève ces barrières-là, ben finalement, il y a tellement... On peut grandir de ces relations. On est souvent nos juges les plus sévères, puis c'est comme vous l'avez dit, on se met nos propres barrières, puis on s'empêche de faire certains moves parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur, tu sais. Mais ça m'amène en fait à vouloir parler un peu de la situation linguistique là-bas parce que honnêtement, quand on s'est parlé la dernière fois, ça m'a vraiment surpris parce que j'étais pas au courant que là-bas, c'était quand même, il y a 2 langues officielles, que le français et l'anglais, et 14 autres qui sont pas nécessairement parlées couramment, mais plus par les de native people, pour utiliser l'anglicisme. Mais donc c'est bilingue. Oui. C'est ça, l'anglais-français est reconnu. Puis c'est un peu ça, un peu pas l'élément déclencheur, mais peut-être la motivation de dire, dans le fond, il y a une raison pour laquelle on est là, tu sais. Je pense qu'on peut apporter aussi une richesse, mais c'est ça, c'est de dire, les 14 langages qui sont moins utilisés couramment, d'être curieux, puis de, justement, il y a vraiment quelque chose de bien ici par rapport au territoire. Je pense que les gens reconnaissent, puis généralement, quand tu as peut-être des choses, des événements plus formels, les gens reconnaissent qu'ils sont en territoire des Premières Nations, puis utilisent le langage. Puis, je pense que c'est de là que ça vient, de juste démontrer une curiosité, puis un respect par rapport à ça. Puis, mais c'est ça, oui, dans le fond, plus tu t'ouvres aussi à cette culture-là, nous, notre réseau était au départ plus au niveau de l'organisation pour laquelle Vincent travaillait, la GRC. Fait que c'était des gens qui venaient d'un peu partout, majoritairement anglophones. Mais quand on s'est mis peut-être à ouvrir notre carapace, là, c'est là qu'on s'est mis à rencontrer un peu plus de gens. Puis là, plus de francophones. Puis là, maintenant, on a notre petit groupe d'amis qu'on peut faire des câlins, puis qu'on peut donner des bisous. Puis fêter Noël! Exactement. Oui. Puis ça m'amène en fait, peut-être que la question s'adresse à vous deux, mais je serais curieuse d'avoir un petit peu le pouls de Vincent par rapport à ça. Au niveau peut-être un peu de racisme, est-ce que toi, mettons, avec le chapeau de policier qui travaille pour la GRC, puis avec le passé peut-être un petit peu plus lourd des gens locaux là-bas, est-ce que tu as vécu certaines choses ou tu ressens certaines choses, une certaine animosité? En tout cas, je te laisse t'exprimer. Je ne veux pas mettre des mots là où il n'y en a pas. Comme tu l'as dit, avec l'historique, dans le fond, des Premières Nations, de la GRC, ça part de bien longtemps. Oui. Puis c'est des blessures, des cicatrices qui sont là pour rester pour toujours. C'est pas quelque chose qu'on va comme laisser derrière. On va dire c'est réglé, on passe à autre chose, on regarde vers l'avant. Non. C'est pour aller vers l'avant, il faut se rappeler ce qui s'est passé avant, puis pour continuer à avancer. C'est sûr qu'en tant que policier, puis principalement pour la GRC, on sent qu'il y a un regard des Premières Nations qui est complètement différent. On le comprend, ça, puis ça, il faut le comprendre aussi. Il ne faut pas juste se dire, c'est dommage bizarre, on me regarde dommage drôlement. C'est une raison pour laquelle il te regarde de cette façon-là ou elle te regarde de cette façon-là. Puis c'est probablement dû au fait que son arrière-grand-mère ou un de ses grands-parents faisait partie des écoles où ils ont été enlevés de leur milieu familial pour être placés dans un milieu plus urbain. Oui. Puis une fois qu'on le comprend, puis nous autres, de toute façon, pour la GRC, tous les membres qui arrivent ici se doivent de suivre une formation sur l'histoire des Premières Nations pour comprendre cet enjeu-là aussi dans lequel on est placé, se familiariser avec, puis
c'est une formation qui est donnée par des membres des Premières Nations ici, Kwandon, OK. qui est une des Premières Nations parmi les 14. Puis C'est ceux de Whitehorse. Oui, exactement. Okay. C'est ceux de Whitehorse. On apprend à les comprendre davantage. Puis quand on a des questionnements, parce que ça fait c'est comme une table ronde, dans le fond. C'est une grosse discussion sur plusieurs jours. Puis. Où est-ce qu'on met tous les tabous, là? Oui, tous les tabous, ils sortent. Puis ils n'ont pas peur d'ouvrir les discussions, les valves pour parler de n'importe quoi. Parce que, comme Margelle l'a dit tantôt, surtout pour les membres de la GRC, nous autres, c'est pas juste des gens du... Moi, j'arrive du Québec. On est plusieurs du Québec, en fait, dans la GRC. Mais il y en a qui arrivent de l'Écosse, du BC, du territoire du Nord-Ouest. Donc, c'est vraiment mélangé. Puis, les connaissances sur les Premières Nations ne sont pas les mêmes, sont différentes. Il y a des variantes aussi. C'est juste de mettre comme carte sur table, expliquer c'est quoi la problématique, puis c'est quoi les enjeux, puis la culture générale des Premières Nations, c'est quoi. On faut juste comme... C'est un peu comme on disait tantôt par rapport à la langue anglaise ou la deuxième langue, c'est juste qu'il faut vraiment s'ouvrir à cette communauté-là, apprendre à le faire, puis une fois que tu comprends ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent aujourd'hui, tout va bien. Puis, niveau raciste, je pense qu'ici, la relation entre les membres de la GRC et les Premières Nations sont vraiment... J'ai pas vécu nécessairement la relation entre les policiers et les Premières Nations au Québec, mais je pense qu'ici, on réussit quand même à établir les ponts. Les ponts ont été rétablis comme récemment. Je pense qu'on réussit quand même à avoir une bonne relation avec ces Premières Nations-là. Travailler ensemble, je pense que c'est vraiment la clé. Puis autant l'organisation de la GRC, puis les communautés aussi, ça, ils l'ont compris. Puis on travaille dans ce sens-là aussi. Puis le choix aussi, de dire, je pense que peut-être qu'avant, les gens, l'organisation fonctionne différemment, où est-ce que les gens viennent ici par choix. Les membres ont un peu plus leur mot à dire qu'il y avait dans le temps, ce qui fait en sorte qu'il y a une volonté. Si tu déménages dans le Nord, c'est parce que tu as une volonté de travailler avec cette communauté-là. Je pense que de changer cette approche-là par rapport au recrutement puis le placement de chaque membre, ça l'a joué beaucoup pour aider là, parce que c'est ça, si tu veux, quelqu'un qui veut pas être là, le fait peut-être pas avec pour les bonnes raisons. Ça l'a joué pour moi. Ouais. Puis je pense juste de façon générale, je pense que la communauté ici, Première Nation, ils font en sorte que la communauté se mélange très bien à leur communauté. Il y a des événements qui sont créés à l'intérieur de la ville ou à l'extérieur, puis ces événements qui sont ouverts au public, des célébrations ou tout autre type d'événements, mais ils invitent la population à venir, que ce soit de Premières Nations ou pas, pour juste se baigner, en fait, là, dans leur culture. Puis ça, c'est vraiment un gros thumbs up qu'eux le fassent, puis que les gens aussi acceptent de vouloir le faire aussi. Créer vraiment une bonne cohésion, une meilleure cohésion entre les Premières Nations puis la communauté en général. Je trouve ça vraiment intéressant, puis de savoir justement qu'il y a ce comité-là, puis c'est ce comité, autant au niveau de l'éducation que prendre le pouls, puis s'assurer que tout le monde s'en va dans un commun idéal, construire ensemble. En tout cas, bref, je trouve ça... Merci. ça m'éclaire sur le sujet parce que j'avoue, avec justement les mouvements des derniers temps, tout ça, j'étais quand même curieuse d'avoir le pouls de quelqu'un qui travaille dans le domaine. Donc, puis en fait, j'ai envie de migrer un petit peu plus sur le style de vie, le rythme de vie, parce qu'il y a certaines conditions qui sont complètement différentes de notre réalité québécoise. Et première chose que j'avais envie de vous demander, c'est au niveau du coût de la vie. Est-ce que c'est quand même similaire à ce qu'on peut trouver ici au Québec? Différents niveaux. Oui, c'est ça. Ça dépend. Ouais, c'est sûr que en partant, on paye moins de taxes ici au Yukon qu'au Québec. Il n'y a pas de taxe territoriale. Okay. Donc, on a seulement la taxe fédérale. Donc, ça, en partant, c'est un plus. Pour ce qui est... C'est sûr que les gens qui ne connaissent pas le Yukon, Whitehorse, qui est la capitale du Yukon, on a quand même... La population, on est rendu peut-être à 30 000 à peu près de population. Donc, c'est quand même
bonne grosseur de ville. On a des épiceries. On est approvisionné par 3 routes. On a l'Alaska qui est très près, donc par les voies maritimes. Puis ensuite de ça, au niveau de aussi, on a je me trompe pas, on est très près de Vancouver, qui est je veux pas dire airport, un aéroport qui est international. Donc, ce qui fait en sorte que c'est vraiment facile de s'approvisionner, ce qui fait en sorte que tout ce qui est prix de l'épicerie, très, très comparable. Ouais. Comme, la banane à 5, 8, 10 $ la livre du Nord, peut-être au niveau du territoire du Nord-Ouest, c'est vraiment pas notre réalité. Mais après ça, au niveau du marché des maisons, assez élevé, mais quand même, ça va être comparable peut-être comme Ottawa, Ontario, Vancouver. OK, quand même. C'est très, très, très élevé, puis ça ne fait qu'augmenter. Au niveau de la demande, c'est le fait que aussi les gens ont des emplois professionnels, on recherche des maisons, des confortables pour des familles, des professionnels, mais il y a vraiment le coût des matériaux, veut pas d'apporter ça, peut-être que ça fait une grosse différence. Puis aussi, c'est ça, il n'y a juste pas assez il y a trop de demandes pour l'offre. Ce qui fait vraiment un gros impact. L'essence, assez non, pour vrai, je pense que rendu là, c'est plus l'isolement puis dire, moi, ça, il faut que je le prévoie parce qu'il faut que je l'achète en ligne. J'ai pas d'IKEA, j'ai pas de magasin grande surface. Fait que c'est sûr que si quelqu'un venait ici puis voudrait se construire une maison puis toute la meubler au Yukon, ça, il n'y a peut-être pas une grosse offre. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des coûts plus faramineux de le faire apporter ici. Mais le day-to-day est très, très comparable. C'est vraiment, le logement, je dirais que c'est la crise qu'on a en ce moment. OK. Puis au niveau du rythme de vie, je pense que vous me disiez que, en tant que Québécois, le style de vie au Québec est quand même similaire, le vibe un petit peu. Parlez-moi du vibe. Mais c'est drôle parce que je pense que d'autant plus le mode COVID, là, on dirait que dans le fond, nous, là, on a le COVID depuis 2016. En voulant dire, on voit pas nos familles, on est isolés, c'est vraiment un peu, mais en même temps, c'est ce qu'on recherche, de ralentir, de remettre les priorités je veux dire, de ne pas voir sa famille puis de ne pas pouvoir aller au Québec quand je veux, ça mérite. Mais le fait de dire que, pour moi, aujourd'hui, je vais prendre ma voiture ou peut-être même pas prendre ma voiture parce que je pourrais juste sortir de ma maison puis être dans un grand espace. Mais à 10-15 minutes, je suis complètement sortie de la ville puis j'ai plus de réseau cellulaire. Puis c'est vraiment, tu t'abandonnes dans un terrain de possibilités pour faire toutes les activités inimaginables, mais vraiment de plein air. Fait que c'est ça qui est vraiment... moi, c'est le rythme de vie qui a vraiment changé. Puis je veux pas aller comme trop vite, mais c'est aussi, au niveau des saisons, on voit aussi totalement un changement. On peut y aller. Oui, allons-y. On plonge. Au niveau, comme l'hiver, je sens que les gens, ils ralentissent encore plus. Les nuits sont longues, les journées sont courtes. Donc, c'est ça, les gens ont tendance à faire comme un peu l'ours canadien hiberner l'hiver. Mais quand l'été arrive avec le soleil de minuit, là les activités, ça n'arrête plus. C'est les gens, après le travail, s'en vont faire du ski en juin, puis du hike jusqu'aux petites heures du matin parce que les possibilités sont comme infinies, mais c'est vraiment, c'est ça, les ferments de plein air. Puis je pense que c'est ça au Québec. J'ai fait une petite... bref, par rapport au COVID, mais je pense que c'est juste ça. Je pense que les gens sont revenus un peu à la base puis de se dire, j'ai pas accès à tout ce qui est matériel, mais je pense que c'est ça, tu reviens à l'essentiel qui est les relations, une paire de souliers, puis le monde entier. Étiez-vous autant outdoors au Québec ou vous l'êtes comme devenu fois 1000? Là? On est à la base très actifs. OK. On aime le plein air, on aime le sport en général. Mais définitivement, on n'était pas équipé au Québec comme on l'est présentement. Ça n'a juste rien à voir. Je pense que l'offre ici et les possibilités sont tellement immenses que tu fais juste comme suivre la vague. Parce que tout le monde, la plupart des gens ici font du ski de fond, font de la course à pied, font du vélo de route, du vélo de montagne, du hike, trekking.
Puis là, quand tu rentres dans le hike, ben là, tu veux faire des multi-day hikes, fait que ça prend le gros pack-sac et le petit sac à couchage. Fait que tu sais, c'est sûr que tu développes tout ça, tu sais, c'est des passions qui se développent, mais la pêche, la chasse, nous, on est moins chasse, mais la pêche, tu sais, c'est ça, je pense que c'est juste les possibilités qui sont accessibles très près de nous. Puis, tu sais, c'est ça, au niveau du camping, ben c'est sûr que c'est ça, c'est tellement différent. T'sais, on peut pas aller, avant, on avait l'habitude de partir de Québec, d'aller chez nos parents dans Charlevoix ou en Estrie. Mais là, on part avec notre petite roulotte à nous, notre petite maison. Puis, tu sais, c'est vraiment juste un beat de vie qui est, oui, un petit peu plus solitaire, mais en même temps, je pense que nos familles sont juste contentes de pouvoir un peu vivre cette énergie-là, puis cette ambiance-là quand ils peuvent nous visiter. Fait que, c'est ça, je pense que la seule chose nos parents, c'est plus au niveau de la langue, c'est le fait que c'est tellement loin, c'est tellement différent de notre culture, mais en termes de milieu de vie, je pense qu'il n'y a pas personne qui pourrait demander. Pas aimer ça, non, c'est ça. Puis parlons-en du milieu de vie et du outdoor, parce que là, je veux savoir vos activités. On se met en mode été. Vous faites quoi en été? En été, on fait du camping. Okay. Ça c'est une activité qui est très commune chez les Yukonnais. C'est le camping les fins de semaine. Le monde sort puis ils vont faire du camping. Okay. Après ça, on a le vélo de montagne. On a une des montagnes les plus reconnues dans le monde, pas seulement au Canada ou en Amérique, dans le monde, qui est à Carcross. Okay. C'est des trails qui sont reconnus. Ils en ont parlé dans des revues de vélo de montagne, comme quoi que les trails étaient incroyables. Puis ils sont venus faire... Bon, il y a eu des reportages par rapport à ça, mais entre autres, c'est ça, le vélo de montagne. On a la pêche aussi, la pêche à la mouche qu'on pratique ici au Yukon ou en Alaska. Là, c'est un peu plus compliqué avec le COVID. Mais on pratiquait auparavant en Alaska, où on allait à la pêche au saumon là-bas. Après ça, le hike. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Puis par la suite, on a ça autre chose. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on est toujours dehors. Tu sais, moi, je cours avec mon chien. Ouais. Tu sais, ça, c'est des choses que je pourrais avoir accès en ville. Mais tu sais, je pense que c'est ça. On est tout le temps dehors. Puis c'est le fait que les journées sont longues, fait qu'on peut en profiter. Mais la pêche, c'est ça. Tu sais, l'Alaska, le visiter cet été, on est allé en Colombie-Britannique. Tu sais, c'est très accessible. Là. Oui. C'est vraiment, tu sais, c'est ça. C'est bien. C'est très Vous avez une grande route. Accès à plein d'endroits. Puis en hiver, c'est quoi vos go-to en hiver? Là, on est des nouveaux adeptes du backcountry ski qui, je crois, on a même hâte là, de voir qu'est-ce que le Québec a à offrir à ce niveau-là. Mais non, c'est ça. Là, on est les deux. Vincent faisait du snow. Moi, je faisais du ski plus comme à la montagne, là, typique. Puis là, on vient de faire notre cours d'avalanche. Puis on s'en va dans des terrains un petit peu plus... je veux dire un peu plus à risque, là, mais très contrôlé. Le risque contrôlé, maman. Donc, c'est ça. Puis, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est ça. On monte avec nos skins, puis on redescend dans un terrain très à risque. Oui. Non, pas très risque. Non. Maman va écouter le podcast. Faut pas y faire peur. Mais, tu sais, un peu... c'est comme on dit, là, un peu plus dans le backcountry. Tu sais, c'est ça. C'est un petit peu plus wild. Disons ça comme ça. J'aime ce mot. Ouais. Mais sinon, le ski de fond aussi fait partie de... Puis il y a des vraiment beaux... tu sais, c'est des endroits un petit peu plus qui sont isolés, mais aussi des endroits qui sont, tu sais, comme des centres de villégiature de ski de fond comme typique. Ouais. Mais on essaie juste de sortir dehors parce que, comme on disait, les journées sont très courtes. Fait que peut-être un peu moins d'opportunités. Mais puis aussi le fait qu'on a une personne qui travaille des chiffres. Donc, c'est sûr que nous, nos fins de semaine ne sont pas toujours le samedi puis le dimanche. Ouais. Fait qu'à travers ça, on essaie de sortir dehors et aller chercher de la vitamine D quand elle est disponible. Tout à fait. Puis la journée qu'il y a seulement une brunante là, à travers l'année ou que... c'est quel moment où... C'est hier! C'est hier! La journée la plus courte, le solstice! Oui, le solstice d'hiver était hier. Ouais, fait que là, vous avez eu combien de temps d'ensoleillement hier? Le soleil s'est levé hier. Le sunrise était à 11h40. Il était à 11h40 le matin, puis après ça, le sunset était rendu à 2 heures. Oui. Aux alentours de 4 heures, là, mais sauf qu'il n'y a pas... Mais c'est très bref. Souvent, le soleil ne monte pas au zénith. Puis, non.
une apparition, juste assez pour dire coucou. OK. Tu pars prendre ta marche, sur rien, il fait noir, là. Puis pour mal faire, on dirait que c'est tout le temps une journée qui neige, c'est nuageux, fait que finalement, on le voit pas partout. OK. Eh bien, on est synchro, on est presque sur le solstice, j'adore. Ouais. Et puis là, écoutez, on migre tranquillement vers les questions un petit peu plus introspectives. J'aime ça faire ça. Je trouve ça bien intéressant de vous entendre parler de ce que ça vous a amené, humainement parlant. Donc, on parle de croiser des chemins bientôt. J'aime utiliser l'expression que je pense que c'est toi qui l'avais utilisée. Je ne sais plus si c'était Vince. En tout cas, bref. Bientôt, le contrat, Vincent, ton contrat se termine. Bientôt 5 ans. Vous avez envie de quitter sur un high, votre belle expérience au Yukon, une prochaine destination en tête. Vous êtes où dans votre processus? Là, on s'en va où? On s'en va plus au nord, plus dans le sud? Oui, c'est sûr que là, spécialement avec le COVID, c'est différent. Je pense qu'on a changé un peu notre mindset parce que auparavant, on se voyait vraiment retourner dans l'Est. Ça, c'était vraiment non négociable, mais on ne savait pas exactement où. Mais on avait parlé plus de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, à la limite Terre-Neuve. Vraiment se retrouver là, sur le bord de la mer. Mais là, avec le COVID, c'est sûr que ça change la donne un peu. On veut se rapprocher de plus en plus de la famille. Puis ce qui est comprenable aussi. Là. Ouais. Mais on vise l'Ontario, dépendamment des offres qu'on va avoir, mais ce serait plus, mettons, Ontario. Québec, je ne penserais pas. Le Québec, la GRC fonctionne différemment, donc c'est pas... C'est un beau Valleyfield ou, tu sais, non, ça vous tente pas? Je pense qu'il manque de montagne. Non, je fais des blagues, mais ça dépend vraiment des offres qu'on va avoir à ce moment-là. Je pense que c'est ça qui va un peu guider notre prochain périple, si on peut l'appeler. Ouais. Excellent. Puis, est-ce qu'il y a une chose que vous avez découvert l'un sur l'autre en étant au Yukon que vous ne saviez pas, que cette belle expérience vous a fait découvrir? L'un sur l'autre? Je pense que juste le fait d'être dans un territoire où les nombreuses possibilités d'activités sont énormes. On parlait tantôt de vélo de montagne, de backcountry skiing, puis de hike, tous ces trucs-là, même la pêche. Moi, Marie-Gilles, au Québec, ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble, mais on n'a jamais vraiment expérimenté le côté un peu plus extrême des activités. Puis, pas extrême. Mais extrême, mais là, ça... Mon Dieu, belle maman va m'haïr. Mais excuse-moi, Josette. Puis, mais en étant ici, en ayant ces possibilités-là, ça a permis à Marie-Gilles, entre autres, ce que moi j'ai remarqué, c'est de s'ouvrir et de découvrir quelque chose, c'est de pousser ses limites un peu plus. Puis ça, écoute, c'est tout à son avantage de pouvoir le faire, puis de ne pas avoir peur non plus de s'ouvrir de ce côté-là. Ouais. À toi, Marie-Gilles. Je pense que c'est la force. Et moi, de mon côté, Vincent, moi, c'est qu'il y a tellement de choses, je pense, parce que j'ai vécu le 5 ans avant, qui est la personne qui essaie. Oui, la persévérance est là parce qu'elle essaie d'ouvrir des portes, parce qu'elle est convaincue que son but, c'est que, moi, je veux dire, depuis que je le connais, qu'il veut devenir policier, puis c'est 5 ans après que cet objectif-là a été atteint. Fait que, je veux dire, il y a une force de caractère que j'ai vue dans les 5 années avant, mais de voir ça, comme tout s'accomplir, puis tout se former, je veux dire, il y a une fierté, puis aussi, c'est ça, un confort aussi de voir l'homme de sa vie s'accomplir comme ça, puis de savoir que tu peux aussi, ma famille est encore là, puis ils vont tout le temps, nos familles sont encore là, mais c'est vraiment ces personnes-là sur lesquelles cette personne-là que tu comptes le plus parce que physiquement, il n'y a pas personne d'autre. Et que c'est sûr qu'il y a une force chez lui puis chez nous qui s'est développée là, au travers ces années-là. Oh, je trouve ça beau. Puis, un souvenir qui vous a marqué? Mettons un premier souvenir du Yukon qui pop-up. Vous êtes où? Avec qui? Je pense ce qui m'a popé en tête quand tu as demandé ça, je pense que c'est la fois ou le week-end qu'on a passé à Haines, en Alaska. C'est pas au Yukon, là, mais c'est juste à côté. Correct. C'est tout comme. Puis on était dans la rivière qui s'appelle la Chilkoot River, qui est très reconnue pour sa pêche au saumon. Puis on était en plein milieu, là, je pense qu'on était peut-être 9h, 10h le matin.
Il y avait encore une petite brunade sur la rivière. On était 4 personnes dans la rivière à pêcher. Puis là, on castait. Puis là, il y a des grizzlies qui ont commencé à rentrer dans la rivière. Puis c'est comme juste de... Tu sais, normalement, je pense en temps normal, tu serais sur la panique. Puis mes yeux, tu sais. Mais le fait de vivre au Yukon, ça nous... T'es flatté. On est conscient des risques. Mais, tu sais, on apprend à naviguer avec ça. Ouais. Quand on a vu les grizzlies qui sont rentrés dans la rivière, c'était juste comme tellement beau juste de voir comme la mère, la maman grizzly rentrer avec ses cubs dans la rivière. Nous laisser le temps de sortir, ça c'était très gentil. C'est l'impression qu'on a eue, c'est vraiment, ils nous regardaient. C'était comme, bon, ben c'est à notre tour de dégager. On avait pris le déjeuner, nous on est dit pour le dîner. C'est comme juste de partager ça. Ouais. Partager cette collecte de poissons-là avec les grizzlies. Ouais. C'était tellement spécial. Là. Ouais. On vivra probablement jamais ça encore ailleurs au Canada, mais c'était tellement unique. Fait moi, c'est vraiment le moment le plus remarquable que j'ai eu. Puis moi, si je fais du chemin là-dessus, je pense qu'un an, jour pour jour, après, on retourne là parce que quelle expérience, mais on retourne avec mes parents qui sont venus nous visiter. Puis étant un peu la fille, pas plus à maman qu'à papa, une fille à maman, papa qui, tu sais, oui, c'était beaucoup, tu sais, ça a été comme un grand saut pour moi de vraiment quitter cette petite vie confortable-là pour m'emmener ici. Puis là, de voir mes parents assis sur le bord de l'eau, en prenant leur café du matin, en nous regardant dans cette grandeur-là, pratiquer un de nos sports préférés dans un milieu de vie, puis de parler avec eux, puis de se rendre compte que là, tu sais, tout ça prenait son sens, de voir, oui, leur petite fille qui est loin, mais qui s'accomplit, qui s'épanouit. Fait que ça, tu sais, c'est de, comme tu dis, ces images-là, pour moi, de l'année avant, tu sais, c'est gravé. Mais là, de voir, c'est ça, la symbiose de ça, de voir ma vie de famille, comme, qui vraiment, tu sais, rencontre ma vie personnelle et au Yukon, tu sais, c'était vraiment, vraiment un beau moment. Je trouve ça beau. Puis en fait, vous décriviez tellement bien que je vous jure, je suis là. Je suis là. Puis c'est drôle que vous parliez d'ours parce que j'ai envie que ce soit le link pour nous amener aux questions en rafale. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK, excellent. Donc, vous croisez un ours, vous faites quoi? C'est quoi la bonne affaire à faire? On tape des mains. OK. Monsieur ours ou Madame ours, veuillez quitter, s'il vous plaît. Ben, c'est sûr, ouais. À ne pas faire brailler en petite boule dans un coin. Ça serait moi. On a des bear spray là, qui appellent, donc du poivre de Cayenne pour les du répulsif à ours. Ouais. OK. C'est le bon terme. On a les... Je pense que c'est ça, c'est de savoir que c'est là, mais je pense pas que tu veux une formation sur comment... non, juste, mettons, on fait quoi, là? C'est ça. Fait que tu sors ton bear spray, puis... Tu restes calme, tu leur parles, tu leur dis de quitter, puis... tu recules, tu t'en vas dans la direction. Un petit dialogue pour leur dire de quitter, c'est ça? C'est ça. Ah, OK, excellent, j'aime ça. Vous devez choisir une saison, hiver ou été? Oh! Qu'est-ce que le chien dit? Coda, elle... Mais moi, je dirais... l'été? Je vais dire l'été. Puis moi, je vais dire l'hiver. Parfait! On a vous êtes faits pour être ensemble. On vous propose pour le prochain contrat de Vincent une prochaine destination parmi celles-ci. Vous choisissez quoi? Dawson, Yukon, Iqaluit, Nunavut, ouais. Thunder Bay, Ontario, Saguenay, Québec. Dawson. Ouais. Définitivement Dawson. Ouais. Ah ouais, hein? Mettez-nous en contexte pour ceux qui nous écoutent. C'est où Dawson? Dawson qui est plus... en fait, si on prend la route, qui s'en va ça va prendre 6 heures. Ouais. On peut le faire en avion aussi, mais 6 heures normalement en voiture. Puis c'est vraiment au nord de Whitehurst, qui est la deuxième communauté le plus au nord. La première, c'est Old Crow. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est typique, là, vraiment le côté... C'est vraiment plus de l'histoire du Yukon, c'est là que ça se passe, ouais, la ruée vers l'or. J'allais le plugger. Ils ont vraiment gardé, c'est tellement beau parce que c'est une petite communauté, mais ils ont gardé vraiment l'essence de l'époque. Et que ça, c'est vraiment bien pour ça. Puis je pense que juste c'est ça, d'avoir... Nous, on connaît le Yukon, fait que c'est comparé avec
je pense que qu'est-ce qu'on connaît, puis de vraiment juste pousser l'expérience à son maximum, ce serait d'aller à Dawson aussi. OK. Fait que plus au nord. Excellent. Un mot pour décrire votre expérience au Yukon. Un seul. Un seul. Inoubliable. Est-ce que ça te fait mieux? J'aime ça. Ouais, c'est ça. Unforgettable. Incroyable. Ouais. Et voilà. Excellent. Puis on termine sur une question que je pose à tout le monde. Un fait wild sur vous. Oh my God! Wow! Hey! En quoi êtes-vous sauvage? Ah, ben là, juste de. On parlait de chasse, on chasse. On n'est pas des grands chasseurs, mais tu sais, moi, j'ai suivi ma formation cette année. Puis, là, on parle de chasse à l'orignal, chasse au bison, chasse au caribou. Il y a vraiment un intérêt qui grandit là, chez toi. Oui, exactement. De pouvoir aller chercher sa viande. Puis, de juste se nourrir avec la viande qu'on chasse. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est mon côté très sauvage qui ressort à ce moment-là. Chasseur-cueilleur. Moi, je peux aller en camping puis pas prendre ma douche pendant 5 jours. Oh! Très sauvage. Très wow. À des barbouillettes, toi. OK! Hey, j'adore. Merci tellement. Merci à vous deux pour le beau moment, pour nous avoir partagé les éléments de votre day-to-day puis ce qui vous a marqué de votre belle expérience. Pour les gens qui veulent peut-être vous suivre, avez-vous des comptes Instagram? Est-ce que vous êtes un peu là-dedans ou... C'est un petit peu sur les réseaux sociaux. Avec mon nom, je pense que c'est facile de nous trouver. Ouais. Excellent. Ouais. Parfait. Hey, je te remercie beaucoup. C'était vraiment une expérience. Ouais. Oui, mais merci à vous autres. Viens nous visiter quand le COVID va être derrière. Oui, exactement. Tellement, tellement. Je note l'invitation, hein? Vous me le direz pas deux fois. Excellent. Joyeux Noël à vous deux, là. Merci à toi aussi, Maud. Salut. Bye.